Là, c'est oui, c'est bon. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Pierre Larouturou. On peut aborder les questions écologiques et sociales de deux manières, de la façon théorique ou plutôt pratique. Et aujourd'hui, pour notre première conférence de rentrée, Esper a choisi l'angle de la pratique. Pierre Larouturou, vous êtes eurodéputé depuis 2019. Vous avez une formation d'ingénieur agronome, vous êtes diplômé de Sciences Po et vous avez une expertise reconnue en économie. Après vos études, vous travaillez dans le conseil. Vous y restez jusqu'en 2000, date à laquelle vous décidez de vous consacrer intégralement à vos engagements militants. Après des allers-retours entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, vous créez votre parti en 2013, donc Nouvelle Donne. En 2017, vous créez le pacte Finance-Climat, collectif de lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle européenne. Et depuis 2019, donc, vous êtes député européen et vous avez été le rapporteur général du budget 2021 de l'UE. Vous êtes constant dans les idées que vous défendez, la semaine de 4 jours, un financement plus ambitieux pour la transition écologique, une taxe sur les transactions financières à l'échelle européenne, pour laquelle vous avez d'ailleurs fait une grève de la faim. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que qu'on adhère ou pas aux idées que vous défendez, vous nous proposez des solutions concrètes et ambitieuses aux immenses défis du XXIe siècle qui incitent à la réflexion et poussent à l'action. Donc au nom d'Esper, je vous dis à nouveau un grand merci pour votre présence et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, merci à toute l'équipe qui m'a invité, merci à vous d'être là, je pense qu'on va avoir un débat tout à fait intéressant. Alors en fait, je ne suis pas venu faire une conférence, en vrai, je suis venu chercher des alliés, parce que je pense qu'on est vraiment dans un moment critique, que si vous êtes là, c'est sans doute que vous en avez conscience, parce qu'il y avait sans doute plein d'autres choses à faire sur le campus, ou voilà. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à s'organiser pour faire bouger les choses. Je ne prends jamais l'avion, mais là, pour parler du climat et pour travailler avec des députés, je suis allé 3 fois en Afrique cette année, et donc du coup, ça donne du temps pour lire. Et j'ai lu un petit bouquin de Michel Rocard que je vous conseille sur comment construire la paix. Et la première phrase que met Michel Rocard en exergue, c'est une phrase de Michel Rocard, ancien Premier ministre, un grand homme que j'aimais beaucoup, un social-démocrate qui a fait plein de choses, y compris pour la planète. Et la première phrase qui est en exergue, c'est une phrase de Martin Luther King. Martin Luther King dit que les gens qui veulent la paix doivent s'organiser aussi efficacement que ceux qui veulent la guerre. Voilà. Et donc je pense que si vous êtes là, c'est qu'on a en gros les mêmes valeurs, je ne vous connais pas tous et toutes, mais la question est de savoir comment est-ce qu'on s'organise, quelle stratégie on a pour gagner, avoir des victoires d'étape et peut-être avoir une victoire plus globale. Donc avant de répondre, avant que vos collègues me mettent sur le grill, est-ce que ça marche? Attends, il faut appuyer sur la zapette. Hop, la zapette, est-ce qu'elle marche? Non, hop. Si ça marche. Ah, c'est à l'envers, astucieux. Alors, tu sais, une fois, on va commencer au début. Ça, c'est pas une blague comme pour les Belges, on va la couper. Pardon. Ça y est, on y est. Voilà. Donc, je suis venu expliquer qu'il y avait des solutions, mais d'abord, je voudrais dire qu'on est proche d'un point de rupture sur beaucoup de sujets, sur la crise climatique, sur la crise sociale. Un des problèmes, c'est que la plupart de nos politiques sont très bien formés dans des grandes écoles. Vous et moi, on sait il y a plein de qualités aux grandes écoles, mais souvent, on leur apprend à gérer des trucs linéaires. On prend un dossier, on arrive au pouvoir, pendant 5 ans, on fait quelques réformes, et puis hop, 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 on laissera le dossier au suivant, hop, 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 qui laissera le dossier au suivant. Ils ont tous été formés, ils pensent que ça peut tenir encore longtemps. Or, que ce soit sur les questions climatiques, sur les questions sociales, sur les questions de démocratie, sur les questions économiques, je vais essayer de montrer avec ce petit PowerPoint qu'on est proche d'un point de rupture et qu'on ne peut pas se contenter de gestion intelligente et hop, 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 on laisse au suivant, qu'il faut arriver à transformer. Quand j'étais chez Accenture, un de nos slogans, c'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. Et on passait notre temps à dire aux entreprises qu'elles avaient quelques années pour faire du re-engineering, pour faire un changement complet, de se transformer complètement. Et je crois qu'il y a besoin de transformer notre société, sinon on va connaître des moments très difficiles. Et qu'on est dans un moment de bascule et que c'est à nous de décider vers où on peut aller. Ce matin, je faisais une émission de télé, j'expliquais qu'on est en 1933, la même année, il y a Hitler qui arrive au pouvoir, il y a une énorme crise sociale après la crise financière. Et la même année, il y a les nazis qui arrivent au pouvoir en Europe, et par contre Roosevelt qui arrive au pouvoir aux États-Unis. Et ce que fait Roosevelt est quand même très 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 différent. Et Roosevelt va sauver la démocratie et sauver la cohésion sociale, alors qu'en Europe, où la crise était moins forte au départ, les dirigeants étaient incapables d'apporter des réponses à la hauteur des enjeux. Donc je pense qu'il faut qu'on se décide. Et quand je dis que je viens chercher des alliés, j'ai fait l'aller-retour pour venir vous rencontrer. J'étais à Bruxelles ce matin et j'y retourne demain matin. Et je pense que des gens comme vous peuvent avoir, si on s'organise bien, on peut
En gros, je ne pense pas qu'on puisse faire confiance à la classe politique dans son ensemble. Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on met des rustines, alors que le diagnostic est quand même assez clair. Et je pense qu'il faut que des citoyens, comme vous et moi, s'engagent plus fortement pour faire bouger les choses. Que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, j'ai une photo pour me remonter le moral parce qu'il y a quand même plein de raisons de se dire que ça va mal finir. Hein, à force d'accumuler les conneries, à force d'accumuler les rustines et de ne rien régler sur le fond, ça peut très mal finir. Mais j'ai cette photo, c'est le mur de Berlin qui est tombé. Quand j'avais votre âge, ça ne nous rajeunit pas, mais j'ai fait l'agro et Sciences Po. Et à Sciences Po, j'ai eu un cours sur l'histoire de l'Allemagne. Et le meilleur spécialiste de l'Allemagne, on était en mai 89, le meilleur spécialiste de l'Allemagne nous a dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans et que de notre vivant, on ne verrait jamais la fin du mur. Et si on avait attendu les grands chefs politiques, peut-être que le mur de Berlin serait encore là. Mais ce n'est pas les grands chefs qui l'ont décidé, c'est des citoyens comme vous et moi, et pas mal de jeunes qui en avaient marre de ce mur foutait en l'air leur vie, ce mur cassait leur liberté. Et au début, ils se sont dit, on n'en peut plus, juste on a envie d'être heureux, on n'a qu'une vie. Et donc au début, ils étaient 3, ils étaient 30, ils étaient 3000, et ils ont fait tomber le mur de Berlin. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de s'organiser si on pense que ce système économique nuit à notre bonheur et nuit à notre bonheur futur? Est-ce qu'on est capable de s'organiser pour le changer très vite? Sur l'urgence climatique, je pense que si vous êtes ici avec Esper, vous avez déjà bien conscience de l'urgence, mais le but c'est que ce PowerPoint, vous puissiez aussi l'utiliser pour convaincre autour de vous des gens qui ne sont peut-être pas convaincus. Ça, c'est le nombre, c'est les ouragans de catégorie 4 et 5. Le réchauffement climatique fait non pas qu'il y a plus d'ouragans, mais par contre, les ouragans très très violents qui font des catastrophes sont beaucoup plus nombreux. Les ouragans de catégorie 4 ou 5 ont clairement augmenté. On voit, y compris en France ou en Europe, des feux de forêt dans des endroits qu'on n'avait jamais imaginé brûler. Moi, ma grand-mère était bretonne et quand on faisait des blagues à ma grand-mère, c'était pour dire qu'il pleuvait en permanence en Bretagne. Il pleut, sauf les jours où il y a un peu de brume, mais sinon il pleuvait tout le temps. On n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir des feux de forêt catastrophiques. L'an dernier, à la une de Ouest France, c'est des feux de forêt dans les plus belles forêts de Bretagne. Il y a en 2016, c'est les inondations. Je ne sais pas s'il y en a qui parmi vous habitaient à Paris. C'était rigolo de voir la Seine qui débordait. Pour les Parisiens, c'était plutôt rigolo de voir la Seine envahir un peu tout. Mais pour les paysans, c'était beaucoup moins rigolo. La récolte de blé a perdu moins 30%. Heureusement que l'Ukraine a fait une très bonne récolte. On a tous appris en SVT qu'il y a 2 greniers qui nourrissent l'Europe. C'est le Paris, la Beauce et puis l'Ukraine. Si l'Ukraine avait eu aussi des inondations catastrophiques ou si l'Ukraine avait eu une canicule terrible qui fait que le grain de blé ne se remplit pas, on aurait des tickets de rationnement. On est tous à l'époque d'Internet, on surfe sur les réseaux, on est quand même des petits mammifères, on est content d'avoir 2 ou 3 repas par jour, et donc pas mal de céréales. Et si la même année, les 2 greniers de l'Europe sont touchés par un problème de climat et perdent 30% de la récolte, on aura le stock de blé ne correspond pas à 30% de la consommation annuelle. Donc on peut très bien, de notre vivant, avoir des moments très difficiles dans notre alimentation. Je ne vous parle pas de ce qui se passe en Afrique. J'étais donc 2 fois à Johannesburg avec le Parlement panafricain, de même qu'il y a un Parlement européen à Bruxelles et Strasbourg, il y a un Parlement panafricain à Johannesburg. C'était assez émouvant d'intervenir en plénière devant des députés des 54 pays d'Afrique. Mais il y en a je prenais un café avec une copine députée et qui me disait, pendant que nous, on prend un café tranquillou, il y a 20 millions de gens qui sont en train de crever de faim dans la corne de l'Afrique. C'est des sécheresses jamais vues. On est capable de remonter l'histoire du climat sur 1600 ans. En regardant les pollens, les traces d'eau dans les argiles, on peut remonter finement l'histoire du climat sur 1600 ans, et des sécheresses comme ça, on n'en a jamais vu. Et en gros, on s'en fout un peu dans nos pays. Plus près de nous, je ne vais pas être trop long sur le diagnostic, mais vous voyez, ça c'est un barrage à l'époque de Franco en Espagne. En principe, tout le village disparaissait sous l'eau. Il y a 3 ans, il y avait un début de sécheresse, donc les gens trouvaient rigolo. Donc c'est un immense lac, le village a été évacué il y a 50 ans, et puis tout le village est sous l'eau. Et il y a 5 ans, déjà comme il y avait 3 ans, il y avait un peu de sécheresse, donc on voyait le clocher de l'église qui sortait. J'en trouvais rigolo de faire du kayak autour de ce clocher. Mais vous avez vu que cette année, c'est tout le village qui est à sec. Le lac était complètement vide. Les paysans n'ont même pas fait de semis. Les paysans dans cette région n'ont même pas fait de semis en disant on n'aura pas une goutte d'eau pour arroser. Ça ne sert à rien de faire des semis. Donc le reste de l'Espagne a été épargné. Donc ce n'est pas aujourd'hui la catastrophe totale, mais il faut être stupide pour ne pas comprendre l'urgence climatique. Le nombre d'événements climatiques extrêmes, je vous conseille ce graphique parce qu'y compris les gens qui n'en ont rien à faire du climat, ça les intéresse. C'est une courbe qui vient des sociétés d'assurance et qui montre que le nombre d'événements climatiques extrêmes a triplé depuis 30 ans. Le réchauffement, pour le moment, est seulement de plus 1,1 degré, seulement plus 1,1 degré, mais on a déjà 3 fois plus de catastrophes climatiques. Donc, qu'est-ce que ce sera si on va vers un réchauffement de 2 ou 2,5 ? Quand M. Pouyanné, le patron de Total, dit « notre scénario à nous, c'est 3 ou 3,5 de réchauffement », je me demande, pourtant ce monsieur fait aussi une grande école, je me demande s'il a conscience de ce que serait
à part pour lui et ses actionnaires, la catastrophe que serait ce scénario. Je ne vais pas être trop long sur le diagnostic. La Banque mondiale annonce 140 millions de réfugiés climatiques. Tu l'as dit dans le portrait, j'ai fait une grève de la faim il y a 2 ans. J'avais fait d'abord adopter par le Parlement un rapport qui expliquait, le Parlement européen, quelles sont les solutions pour trouver de l'argent. Et puis j'ai su que c'est la France qui bloquait, donc je trouvais ça assez scandaleux que la France ait un double discours. Et donc j'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours pour attirer l'attention. Et il y a des journalistes qui m'ont dit, mais d'où vient cet engagement? On n'a jamais vu ça, un député, le rapporteur général du budget qui fait une grève de la faim pendant 18 jours. Pourquoi vous êtes tellement engagé? Eh bien, c'est qu'avant d'être député, j'avais été invité à Bamako pour travailler déjà en Afrique sur les questions de climat. Et j'avais été vraiment frappé par la pauvreté qu'il y a à Bamako et par ce qu'il disait sur le sida climatique. Les climatologues que j'ai vus là-bas ne parlaient pas de l'urgence climatique ou du réchauffement. Ils parlaient du sida climatique en disant que si on continuait le blabla, le réchauffement climatique allait faire autant de morts que le VIH, que le sida. Et quand je suis revenu de Bamako, j'ai fait pas mal de cauchemars. Il m'a fallu plusieurs semaines pour retrouver le sommeil. Je faisais des cauchemars avec cette photo qu'on connaît tous, la petite fille au Vietnam qui fuit la guerre. Et je pense que de notre vivant, et peut-être plus jeune que moi, donc vous allez en connaître encore plus, de notre vivant, on connaîtra des scènes d'horreur si on ne fait rien de sérieux sur la question du climat. Ce n'est pas pour rien si les scientifiques du GIEC ont eu le prix Nobel de la paix. Ils n'ont pas eu le prix Nobel de physique ou de chimie. La plupart d'entre eux sont physiciens ou physiciennes ou chimistes, ou voilà. Mais ils ont eu le prix Nobel de la paix parce que ce qui est en jeu, c'est d'abord notre prospérité. Si on a des canicules à répétition, si on n'a pas de quoi manger, ça va être un peu pénible. Mais on va vers des conflits terribles. Quand vous voyez ce qui se passe à Lampedusa, on est incapable d'accueillir de façon fraternelle quand il y a 10 000 personnes qui arrivent. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, si l'Afrique se disloque à cause du manque de développement économique et du réchauffement climatique? Donc je pense que de notre vivant, on va connaître des scènes d'horreur et on va se détester en disant mais on a été trop nul, on a été trop stupide. Je suis poli puisqu'on est filmé. Mais non, mais on va se détester, on va se jeter des cailloux. Non mais putain, on savait le problème. Déjà, le diagnostic est très clair. Donc le CO2 dans tout ça, encore une fois, vous le savez, mais mon but c'est que vous puissiez avoir des arguments pour faire bouger les gens autour de vous, ceux et celles qui ne sont pas là ce soir, qu'il faut peut-être qu'on arrive à mettre en mouvement. Voilà l'évolution du CO2 dans l'atmosphère depuis 1000 ans, vous voyez, qui n'avait jamais dépassé les 280 unités, 280 ppm, et puis depuis un siècle, il monte comme ça. Voilà, depuis 800 000 ans, si on fait des carottes de glace, l'ami Jean Jouzel, Claude Lorius et d'autres sont allés, il y en a qui en meurent, hein. Chaque année il y a des climatologues qui ont des petits accidents en allant au pôle sud, mais on est capable de revoir l'évolution du CO2 et l'évolution des températures, et en faisant le lien entre les deux depuis 800 000 ans, on voit que depuis 800 000 ans, jamais le CO2 n'avait dépassé les 280 unités, et depuis un siècle, on a tout foutu en l'air. Moi, quand je suis né, on était à 319 ppm, et là, au mois de mai, on était à 424 ppm. C'est absolument du délire. On a détruit, en 50 ans, en 70 ans, on a détruit un équilibre depuis 800 000 ans. Ça a oscillé, parce que notre position par rapport au Soleil n'est pas tout à fait parfaite. Donc il y avait un cycle naturel qui allait très 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 lentement. Quand il y avait des réchauffements ou des refroidissements, ça allait très lentement. Mais jamais on n'avait dépassé les 280 unités de CO2. Et là, on est à 424 ppm. Pour le moment, on se rassure parfois en disant que la France, on a déjà baissé de 20% notre CO2. Avant d'être député, j'étais membre du Haut Conseil pour le climat. Je ne suis sans doute pas un gauchiste dangereux, parce que c'est Emmanuel Macron qui m'avait fait appeler pour que je vienne, que je sois un des membres des sages du Haut Conseil pour le climat. Ce jour-là, quand on a été installé à l'Élysée, Bruno Le Maire me tutoyait devant tout le monde en expliquant qu'il avait la foi des nouveaux convertis et que le climat, c'était sa priorité. Il a réussi à le cacher depuis. Et donc, j'étais membre du Haut Conseil pour le climat. Et un des premiers trucs qu'on a fait, c'est le bilan carbone de la France. Alors, on peut se rassurer avec la courbe verte. Le CO2 qui est émis sur le territoire national a baissé de 20% par rapport au maximum. On fait tous des efforts, nos écoles, nos entreprises font des efforts. Mais si on tient compte du CO2 qui vient avec les produits importés, vous voyez qu'il n'y a aucun progrès. Le bilan carbone complet de la France, il n'y a aucun progrès. Et c'est les chiffres officiels, vous voyez, ça, dans le journal Les Échos, c'était un document qui était en annexe du projet de loi de finances il y a 2 ans. Je vois qu'il y en a qui prennent des photos, vous pouvez évidemment prendre des photos, mais vous pouvez aussi avoir le PowerPoint gratos, et à la fin, le petit bouquin gratos. Donc c'est Noël en septembre. Le problème, c'est que tout ça est en train de s'accélérer. Le réchauffement climatique fait qu'il y a de plus en plus de feux de forêt. Les feux de forêt font du CO2. Là, par exemple, c'est en Californie, ça date d'il y a 1 an, mais vous voyez tous les feux de forêt depuis un siècle. À chaque fois qu'il y a un feu de forêt, ils essayent d'abord de l'éteindre.
atteindre, et puis ils mesurent les surfaces qui ont cramé. Et vous voyez comment l'année 2020, à elle seule, c'est un tiers des surfaces qui avaient cramé depuis 90 ans. Donc vous voyez les bons gros cercles vicieux, le réchauffement climatique fait qu'il y a des feux de forêt, et les feux de forêt font qu'il y a de plus en plus de CO2, le permafrost fond, ça libère du méthane, et le méthane est 24 fois plus dangereux que le CO2 pour l'atmosphère. Donc du coup, le problème est vraiment en train de s'accélérer. On a fait une exposition au cœur du Parlement européen, et on voyait les députés qui se décomposaient, ou les commissaires européens qui arrivaient tout souriants, le bon commissaire bien nourri et bien content, qui pense que tout va bien. On sortait d'1 heure et demie pour négocier l'évolution du budget, et on n'avait pas eu une fois le mot climat. Le commissaire chargé du budget venait nous expliquer les priorités de l'Europe pour les 3 ans qui viennent, et pas une fois on a parlé du climat. Je me suis dit, ou bien je l'explose, ou bien je l'invite à notre exposition. Et donc je l'ai invité à notre exposition, et parmi les choses, il y avait ça c'est l'évolution du CO2 à Mauna Loa. Donc en 1958, les scientifiques américains et la NASA ont mis en place un observatoire à 3000 mètres d'altitude pour être loin de toutes les zones industrielles, toutes les pollutions. Donc ça veut dire que déjà en 1958, on savait qu'il y avait un problème avec le CO2 et que déjà ça valait la peine de le mesurer très précisément tous les jours, toutes les semaines. Mais donc vous voyez que dans les années 60 et 70, comme on dit à Bruxelles, les années 60 et 70, le CO2 augmentait à un rythme de plus 0,8 unités chaque année, plus 0,8 parties par million. Et là, depuis 5 ans, on est sur un rythme de 2,4. Ça va 3 fois plus vite. Ça va. Donc, à chaque fois qu'on montrait ça à des commissaires ou à des députés, ils se décomposent parce que la plupart, pour se rassurer, pensent que quand même on fait des choses, on en parle beaucoup, donc ça doit bien avancer dans le bon sens. Ben non, ça n'avance pas du tout dans le bon sens. Même quand il y avait le Covid et que notre économie était à l'arrêt, tout le monde disait le CO2, au moins grâce au Covid, le CO2 diminue, les émissions diminuent. C'est juste les émissions qui venaient directement des camions et des usines qui ont diminué pendant un an, mais les feux de forêt au Canada, en Australie, ont pris la relève. Et donc aujourd'hui, c'est l'indicateur principal, le CO2 dans l'atmosphère augmente 3 fois plus vite que dans les années 60 ou 70. Donc on n'est pas du tout au bon niveau. Si on continue, on va connaître des horreurs. Les lobbies nous ont fait perdre beaucoup de temps pour en reparler tout à l'heure dans le débat, le poids des politiques, le poids des lobbies. Mais déjà en 88, vous voyez, à la une de tous les journaux américains ou autres, il y avait la courbe du CO2 et l'évolution du réchauffement climatique. Donc déjà en 1988, le diagnostic était à peu près clair. On en reparlera. Il y a eu beaucoup de rapports déjà dans les années 70 des plus grands scientifiques américains. Et le lobby du pétrole a fait tout pour dire peut-être que oui, peut-être que non, c'est pas tout à fait sûr, c'est plus compliqué, laissez-nous encore quelques temps. Comme les lobbies des cigarettes avaient fait des millions de morts en expliquant qu'on n'était pas sûr que la cigarette provoque des cancers. Donc maintenant, il est temps de réagir et si on veut rattraper le temps perdu, il faut se donner les moyens de déclarer la guerre au dérèglement climatique, un peu comme Roosevelt après Pearl Harbor, d'essayer de transformer toute l'économie américaine. Vous avez sans doute eu ça dans vos cours d'histoire. En quelques mois, toute l'économie américaine se transforme pour gagner la paix. Gagner la paix à l'époque, ça voulait dire dézinguer les armées des nazis et des Japonais. Et donc, il y a un effort de guerre et Roosevelt met l'argent et tout le monde se forme et se transforme. Et donc, nous aussi, la question clé, c'est comment est-ce qu'on trouve des sous pour rénover, rénovation thermique, transport en commun, aide aux agriculteurs, mais aussi aider les pays du Sud, accès à l'électricité pour pas que les gens... En Afrique, il y a plein de pays où les gens font la cuisine avec du charbon de bois, ce qui est catastrophique parce que c'est un niveau de déforestation monstrueux. Donc une des questions clés, c'est comment trouver des sous. On sait ce qu'il faut faire, hein. On sait d'où vient le CO2 en France. En France, 26% du CO2 vient de nos transports. On a beaucoup trop peu de transports en commun. On a une alimentation qui fait des milliers de kilomètres. Donc on sait d'où vient le CO2. On sait ce qu'il faut faire. Demain, je vais voir Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, c'était le ministre de Sarkozy. En 2007, il avait fait le Grenelle de l'environnement. Il y avait un consensus, droite et gauche, une très belle photo. On voit Sarkozy, le président de la République, Borloo, la droite, la gauche, les élus locaux. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire 400 000 vraies rénovations chaque année. Il y a un accord, tout le monde est d'accord pour dire qu'on fait 400 000 vraies rénovations thermiques. Ce sera bon pour la planète, ce sera bon pour sortir de notre dépendance au pétrole ou au gaz, ce sera bon pour le pouvoir d'achat des gens qui mettront moins de fric pour leur chauffage. Consensus national, il faut faire 400 000 vraies rénovations. C'était en 2007. L'an dernier, il y a une émission de complément d'enquête qui montre qu'on a 13 000 vraies rénovations. Voilà. On devait en faire 400 000 chaque année, on en fait 13 000. Et c'est pareil sur les transports en commun, et c'est pareil sur les énergies renouvelables. La France est le seul pays d'Europe, d'après Eurostat, qui est en retard sur ses objectifs de renouvelables. Donc comment trouver des sous ? On a fait voter un rapport, ça c'est un extrait, il y a 2 ans et demi, donc juste avant ma grève de la faim. Tu l'as dit, j'étais rapporteur général du budget et co-rapporteur sur le financement du plan climat. Donc on s'est mis d'accord, ça n'a pas été facile, sur comment on peut trouver de l'argent. Une vraie rénovation thermique, c'est 40 000 €. Même quand on sort d'une grande école, on n'est pas forcément très content de devoir payer 40 000. Et je ne vous parle pas des plus précaires qui ne pourront jamais sortir 40 000 €. Donc il faut des prêts à taux zéro, mais il faut surtout des subventions qu'on n'aura pas besoin de rembourser. Il faut des subventions pour les agriculteurs, il faut des aides pour les transports en commun. Dans mon coin des Pyrénées, il n'y a aucun transport en commun.
tous ceux et celles qui ont du boulot, ils prennent la voiture, leur vieille voiture qui pollue, mais ils n'ont pas le choix, il n'y a aucun transport en commun et tout le monde prend sa voiture pour aller à Argelès ou Pierrefitte. Donc on a trouvé bizarre qu'il y ait des gilets jaunes, mais si notre seule réponse est d'augmenter le prix de l'essence, je comprends que les gens grognent. Il faut d'abord mettre en place des transports en commun et les villages du coin n'ont pas les moyens de le faire, donc il faut des subventions. Donc on avait listé, ce rapport listait toutes les solutions, la taxe carbone aux frontières, la taxe sur le digital, tout ça c'est plein de bonnes idées, mais la taxe sur le digital, les Américains n'en veulent pas, donc on ne peut pas trop. La taxe carbone aux frontières, ce sera 4 ou 5 milliards par an, donc c'est bien, mais 4 ou 5 milliards, ce n'est pas énorme. Et on a expliqué que la meilleure solution, ce serait la taxe sur les transactions financières, une petite taxe sur les marchés financiers. Tous, on paye de la TVA. Quand vous avez acheté un téléphone, vous avez payé une taxe, une TVA à 20%. 20%. Il y a une fois, j'ai montré au Parlement une boîte de raviolis. En donnant même les plus pauvres, même ceux et celles qui dorment dans la rue, quand ils veulent manger quelque chose, ils ont ramassé 5 euros, ils veulent manger quelque chose, ils payent une TVA à 5,5%. Tout le monde en Europe, même les plus pauvres, paye 5,5% de TVA. Mais aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est 0,0. 0,0. Donc tout le Parlement, à l'exception de l'extrême droite, à part le groupe de Bardella, tout le Parlement a voté ce rapport qui dit on peut créer une petite taxe 0,1%. 0,1%. Ils ne vont pas en mourir sur les marchés financiers. Et on aurait chaque année 57 milliards. Et si on a 57 milliards d'euros, on commence si on sait que chaque année, pendant 20 ans, pendant 30 ans, on a 57 milliards, on peut commencer à faire des choses. Surtout que les marchés financiers n'ont jamais été à un tel niveau. Il y a quelque chose d'obscène de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour le climat ou la justice sociale, alors que les marchés financiers, tous les mois, battent des nouveaux records. Je ne vais pas être trop long, mais c'est la France qui bloque. Si j'ai fait la grève de la faim, c'est qu'un haut fonctionnaire est venu me voir discrètement, une fois que j'ai fait voter ce rapport, dans un café, pour me donner en main propre la lettre du ministre autrichien des Finances, Gernot Blümel, qui est un monsieur de droite, c'est la droite conservatrice, le ministre des Finances autrichien, qui dit que l'Autriche veut relancer la négociation, mais que la version qui est proposée par la France, c'est un coupé-collé, mais vous trouverez l'ensemble de la lettre sur mon site de député. Il dit clairement que la proposition qui est basée sur la France fait que 99% des volumes ne seraient pas taxés. Bruno Le Maire explique à tout le monde qu'il est le champion, qu'il veut un grand budget pour l'Europe, mais concrètement, la taxe sur les transactions financières qui existe déjà en France et que la France veut au niveau européen fait que 99% des volumes ne seraient pas taxés. Donc les autres pays disent ça ne sert à rien, ça énerve beaucoup les Allemands. Il y a une fois, le conseiller climat d'Angela Merkel me disait « Pierre, ce n'est pas la peine d'insister, je suis un fan de la taxe sur les transactions financières ». Le conseiller de Merkel, il me disait « Je suis un fan de cette solution ». Angela Merkel, en 2014, était allée à Londres pour demander aux Anglais d'arrêter de nous casser les pieds, de sortir de leur veto. Aujourd'hui, ce n'est plus les Anglais qui bloquent, c'est la France, et ça énerve beaucoup ceux qui veulent un budget plus important. Donc le but n'est pas de créer une taxe. Ce matin, le sujet de l'émission que j'ai faite, c'était la taxe sur les milliardaires. Quand je me lève le matin, je ne me dis pas « je veux créer une taxe ». J'ai une vie à peu près normale. Mon but dans la vie n'est pas de créer des taxes, mais j'ai envie qu'il y ait des aides pour la rénovation thermique, que ce soit très simple, très efficace et que ça soit stable pendant 20 ans. Que si vous devez faire une rénovation là où vous habitez ou là où habitent vos parents, il y a des gens compétents pour faire le diagnostic, des gens compétents pour faire les travaux, et vous soyez sûr d'avoir une subvention qui fait au moins 75% du prix de la rénovation. Que pour tout le monde, ce soit une règle, vous aurez une subvention vous n'aurez pas besoin de la rembourser, qui divise par 4 le coût de la rénovation. Et pour les plus précaires, ce serait une aide encore plus importante, sachant qu'ils vont faire des économies sur leurs dépenses de chauffage, ils vont faire des économies s'il y a plus de transports en commun. Donc on pourrait montrer que agir pour le climat, ce n'est pas juste des problèmes à régler et des complications, ça peut être une bonne nouvelle. Je voyais l'autre jour un monsieur, on avait rénové son HLM, il disait c'est beaucoup plus confortable, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Donc encore une fois, si on sait comment on finance des politiques de rénovation et des politiques de transport en commun, ça peut être des mesures très grand public. Est-ce que j'ai encore quelques minutes pour parler de la semaine de 4 jours ou pas du tout? Non, j'ai épuisé mon temps de parole? Ok, donc rien qu'en France, je m'arrête là-dessus, rien qu'en France, on pourrait créer 900 000 emplois avec un vrai pacte climat et après ça, je vous expliquerai la semaine de 4 jours parce que c'est quand même aussi une super idée. Merci. Merci, Monsieur Larouturou, pour votre PowerPoint. Mon prénom, c'est Pierre. Monsieur, c'est un surnom. Et merci à tous d'être venus ce soir. Alors, vous avez vu de vos yeux, quand vous êtes allé en Afrique, les conséquences des actions anti-écologiques. Et vous avez aussi vu la lenteur du processus démocratique pour parvenir à y répondre. Est-ce que, Monsieur Larouturou, vous êtes optimiste ? Chère madame, je suis optimiste. Non, enfin, je ne suis pas optimiste. A priori, c'est foutu. Il y a une fois, avant d'être Premier
Édouard Philippe faisait des grands débats au Havre avant d'être Premier ministre, et pour montrer que le Havre était une ville très intelligente. Voilà. Et son invité d'honneur, un certain Emmanuel Macron, l'avait planté 2 semaines avant, donc c'était moi qui faisais la doublure, qui devait lancer les débats. Et j'avais dit, mon exposé va tenir en 2 points. A priori, c'est foutu, mais on peut s'en sortir. Donc, a priori, c'est foutu. Je vous ai fait la version courte du PowerPoint. Je pensais partir sur la prochaine crise économique. Il y a beaucoup de gens qui disent que j'étais un des rares économistes qui avait lancé la crise financière. En 2005, j'avais fait un gros texte qui expliquait le niveau de dette aux États-Unis. Là, j'allais vous montrer la courbe de la dette aux États-Unis, la courbe de la dette en Chine. On n'a rien réglé. La première crise financière n'a rien réglé. Même vous avez appris dans vos cours d'histoire qu'avant la crise de 1929, qui a été la grande crise, il y avait une première crise financière en 1920-21, et puis youpla boum, on a mis quelques rustines, on a cru que c'était réglé, on a continué à boursicoter comme des cochons, et quand la crise de 29 éclate, c'est la grosse crise, et en Europe, ça mène à la barbarie. Donc hélas, là, on n'a rien réglé, et il y a 6 ans, le FMI, j'avais les unes des journaux, le FMI disait qu'on allait vers une nouvelle crise qui pourrait être 10 fois plus grave, ce que vous pourrez trouver ça vous invitera à regarder l'ensemble du PowerPoint que Enzo vous fera passer. Donc vous verrez la dette aux États-Unis, la dette en Chine, et la une des Échos qui dit le FMI craint que la prochaine crise soit 10 fois plus grave que la première crise de 2008. Paradoxalement, le Covid fait qu'on a mis des centaines de milliards pour maintenir nos économies en état, mais là, vous avez vu que la bulle immobilière est en train d'exploser en Chine. L'Allemagne est en récession, donc on peut très bien avoir une bonne grosse crise financière plus grave. Donc le mélange de la crise climatique, il y a toujours une bonne raison de ne pas s'occuper du climat. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc là, on voit bien qu'au niveau européen, il y en a qui nous disent qu'il faut faire une pause. Emmanuel Macron et d'autres disent que sur le climat, il faut faire une pause. Donc, a priori, je ne suis pas débile et là, je suis à jeun. Donc, a priori, ça peut très mal finir. Non, mais quand vous voyez l'évolution, on peut croire à l'action du Saint-Esprit et il faut y croire, mais a priori, si c'est les mêmes, si on continue à laisser le pouvoir aux mêmes personnes, ça peut très, très mal finir. Simplement, mon espoir, et si je suis venu ici, je l'ai dit, je cherche mais je suis tout à fait sérieux. Vous trouverez le bouquin tout à l'heure et à côté, il y a un truc à scanner pour vous engager si vous voulez. Ce n'est pas très compliqué. Je pense qu'il y en a parmi vous qui pourraient devenir porte-parole. On va lancer une grande campagne pour obtenir des financements pour le climat. On va lancer une campagne sur la semaine de 4 jours et je serai heureux s'il y en a parmi vous qui veulent s'engager. Mais c'est clair que si on continue comme ça, en plus c'est désespérant. L'inaction des politiques, le fait qu'ils fassent des grands discours et que derrière ils ne fassent pas grand-chose, la plupart des gens normaux se disent ça ne me donne pas envie de m'engager en politique, je m'occupe de ma vie perso et je laisse tomber la politique. Et alors comment vous trouvez l'énergie justement pour faire ça ? Pour vous engager en politique, si vous dites que vous n'êtes plus optimiste? J'ai 2 fistons, dont un qui a votre âge, qui est aussi dans une autre valade, donc je n'ai pas envie de leur laisser une société. D'abord, on peut prendre son pied en s'engageant. C'est Kierkegaard qui disait « Une mauvaise conscience peut rendre la vie intéressante ». Et honnêtement, j'ai été pendant 11 ans chez Accenture, un grand cabinet de conseil en stratégie. C'était intéressant ce que je faisais, c'était intéressant. Mais honnêtement, ce que je fais en ce moment est encore plus excitant. C'est plus stressant, c'est plus compliqué, il y a plein d'acteurs. Mais faire de la politique, que ce soit par la vie associative, par un engagement citoyen, ça peut être tout à fait intéressant. Voilà, donc on n'a qu'une vie, ça fait du bien de se sentir debout, d'être avec d'autres, parce que tout seul, on ne pourra pas faire bouger les choses. Mais donc, ce n'est pas se fouetter tous les matins en disant « je dois faire ma part, je dois faire ma part ». Ça peut être assez jouissif. Et après ça, effectivement, je pense qu'il y a des solutions, et je pense que quand je ferai le bilan de ma vie, je m'en voudrais beaucoup si j'ai rien fait, si j'ai juste géré ma carrière et mon compte en banque. Mais je pense qu'on peut gagner, mais que plus on attend, plus ça va devenir touchy. Voilà. Et si ceux qui portent des valeurs humanistes ne sont pas capables de parler fort, il ne faudrait pas qu'on laisse parler plus fort ceux qui ont des valeurs pas tellement humanistes et qui ont des solutions qui font plaisir au cerveau reptilien. On a tous un cerveau reptilien qui aime bien la castagne, qui en a marre de la crise, qui veut des solutions. Voilà. Et donc, est-ce que les gens qui parlent au cerveau humaniste sont capables de s'organiser pour faire passer leur message dans le débat public? D'accord, merci. Pierre, vous avez peut-être vu l'accueil que les étudiants d'HEC ont donné aux cadres de Total quand ils sont venus sur le campus, en lien avec le projet ICOP. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience vis-à-vis de ce projet, ce que vous avez vu en Ouganda et comment ça s'est passé aussi là-bas? Oui, c'est la caricature d'un projet qu'on ne devrait plus faire aujourd'hui. Donc moi, je suis allé en Ouganda il y a 1 an avec d'autres députés. On a passé 9 jours là-bas. J'avais signé des textes. Quand vous êtes député européen, ça peut vous arriver, faites gaffe, ça peut arriver à n'importe qui. Mais donc tous les jours, vous recevez des textes intelligents qu'on vous demande de signer. Donc vous lisez en diagonale et vous signez, ça a l'air de bon sens. Donc j'avais déjà signé des textes pour dire qu'il fallait stopper ce pipeline, mais sans m'y intéresser. Et puis un jour, il y a des jeunes hommes et femmes venus du Kenya, venus d'Ouganda, qui sont venus à Paris. On m'a proposé une soirée avec eux et elles. Et là, j'ai mieux compris leur courage.
parce que, y compris aujourd'hui, il y en a qui sont en prison. Le Monde vient de faire un article pour dire qu'il y a des jeunes qui se sont fait tabasser par la police de Museveni et foutus en prison. Donc je me suis dit qu'ils étaient vraiment courageux, qu'on pouvait gagner et que ça aurait du sens au moins de stopper un projet. C'est bien d'avoir des victoires d'étape. Je pense qu'il faut en même temps une vision globale de quel est le monde qu'on veut dans 10 ans ou dans 20 ans, mais c'est bien pour garder le moral d'avoir des victoires d'étape. Et je pense que stopper ce projet est possible et serait une victoire d'étape importante. Donc on est allé sur place. Avec le budget du Parlement, j'ai réussi à filmer, à demander à un spécialiste, enfin un journaliste qui était là-bas de tout filmer. Comme ça, on a eu des preuves pour apporter à nos collègues. On n'était que 4 députés. Et on a réussi à faire voter une résolution par le Parlement européen pour demander l'arrêt de ces travaux. Et c'était super violent, super violent. La veille, on a réussi à ne faire aucun bruit. J'avais dit à mon équipe et aux autres qu'on ne faisait surtout aucun bruit pour que les gens de chez Total ne soient pas au courant qu'on faisait cette résolution. Quand ils avaient su qu'on était la fois d'avant, je ne sais pas si je suis clair, la fois d'avant qu'il y avait eu des officiels européens, ils s'étaient fait blackbouler par la police et par Total et n'avaient pas pu aller voir les travaux. Donc ça avait donné une très mauvaise image de Total. Donc nous, on avait peur de se faire blackbouler, donc on est arrivé en tenue de touriste par des avions différents. J'étais avec une chemise à fleurs, un livre sur les girafes, un livre sur les éléphants. J'étais là juste pour voir des girafes et des éléphants, mais j'avais vraiment la trouille de me faire stopper à la frontière. On a réussi à rentrer, les gens de chez Total ont su qu'on était là, donc ils nous ont proposé qu'on se rencontre. Et donc on a vu et entendu ceux et celles qui s'opposent, mais aussi on a passé 9 heures ou 10 heures avec les dirigeants de Total, on est allé voir sur place. On a vu globalement qu'ils n'ont aucun argument, franchement. La première réunion avec eux, ça a été 4 heures. Monsieur Pouyanné, le patron de Total, avait envoyé 2 bulldogs de Paris qui arrivaient en avion juste avant, parce qu'il avait peur que les responsables locaux ne soient pas assez durs dans leur argumentation. Donc, quand on a vu les dirigeants de Total, on a d'abord parlé des familles qui sont en train de crever de faim. On a vu un paysan qui a perdu 20 kilos, pour de vrai. On a des images de ce monsieur il y a 4 ans. Et là, quand on l'a vu, ça fait 5 ans que Total a confisqué ses terres, mais ne lui donne pas de quoi vivre. On a vu un paysan qui a 40 ans, dans la force de l'âge, qui avait la larme à l'œil en disant « Ils m'ont volé ma terre ». Ils m'ont volé ma terre, ils m'ont dit que tu signes ou pas, on te prendra ta terre parce qu'on va bientôt commencer les travaux. Et donc les paysans sont foutus dehors et on lui disait mais combien ils vous ont donné? Ils m'ont donné 6 millions de shillings et combien il faudrait pour avoir la même surface? 12 millions de shillings. Donc ce monsieur, il lui manque 6 millions de shillings, c'est 2300 euros. 2300 euros. Quand je suis revenu, j'ai eu au téléphone le directeur juridique. Je lui ai dit, écoutez, je ne vous juge pas, vous, monsieur le directeur juridique de Total. Vous n'y êtes pour rien, vous, personnellement. Mais j'avais honte pour votre entreprise. Honte. On voit des filles de 17 ans, 18 ans, on a rencontré des jeunes femmes qui ne vont plus à l'école depuis 3 ans parce que l'école est payante en Ouganda et quand les parents paysans n'ont plus de quoi vivre, déjà ils n'arrivent pas à se nourrir. Il y en a un qui a perdu 20 kilos, donc envoyer les enfants et surtout les filles à l'école devient un luxe. Donc on a vu des jeunes femmes qui ne vont plus à l'école depuis 3 ans, qui maintenant voudraient rentrer à l'université, mais évidemment c'est impossible. Donc j'ai dit au directeur juridique de Total, j'ai honte pour vous. Ce monsieur juste demande 2300 euros pour avoir une vie normale, pour acheter la même surface que ce que vous lui avez confisqué, et vous n'êtes pas capable de trouver 2300 euros alors que vous avez fait 20 milliards de bénéfices. Donc c'est juste une honte. On a vu aussi des choses, à quel point ils mentent. Je ne sais pas si vous avez vu chez Élise Lucet. Élise Lucet a consacré une émission là-dessus, et elle a pris des images. Je ne vais pas être trop long, mais ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. On va être poli, puis je suis filmé, mais c'est juste monstrueux comme ils prennent les gens pour des stupides. Donc, à chaque fois qu'on reproche à Total d'avoir exproprié des centaines et des centaines et des milliers de paysans sans leur donner de quoi vivre, à chaque fois, ils ont un exemple. C'est Judith, une jeune femme qui, grâce à leur financement, s'est mise à l'apiculture. Et Judith revit. Et grâce à Total, elle fait du miel. Et ses 7 enfants vont à l'école privée. Donc, comme il y avait un procès, Total a payé des journalistes pour venir. En plus, c'est un peu limite. Total a payé les allers-retours des journalistes. Et ils avaient un petit tour où on allait leur montrer des travaux, comme tout va être bien, on va augmenter la biodiversité. Honnêtement, ils ont un gagman chez Total, parce que grâce au pipeline, ils vont augmenter la biodiversité, ils y croient. Et puis, tous les journalistes sont invités à aller voir Judith, qui revit. Donc, on est allé voir Judith. Ils ont beaucoup incité les dirigeants de Total pour qu'on aille voir Judith. Voilà. Donc, Judith est sous un arbre avec ses ruches, et c'était très beau. Et le directeur de Total me dit, Pierre, n'allez pas trop près, vous allez vous faire piquer. Je lui dis, écoutez Philippe, vous inquiétez pas, j'ai créé le club apiculture quand j'étais à l'école, donc je n'ai pas peur des abeilles, j'ai envie d'aller les voir, les ruches étaient très belles. Voilà. Et donc Judith nous explique que grâce à Total, elle revit, ses 7 enfants vont à l'école privée, voilà, on l'avait déjà entendu 3 fois, c'est bon, merci Total. Et puis le soir, quand on a fini, je dis à mes collègues députés, c'est quand même bizarre, je n'ai pas vu d'abeilles. Donc, je ne voudrais pas être parano. Je me souviens de mes cours d'apiculture théorique. On est juste sous l'équateur, juste quand le soleil est à midi, et les abeilles ne peuvent pas s'orienter par rapport au soleil. Donc, pendant quelques minutes, elles s'arrêtent de travailler. Donc,
Mais là, on y restait quand même longtemps, on n'est pas sur l'équateur, on n'est pas à midi, donc je trouve bizarre, j'ai vu aucune abeille, est-ce qu'on peut y retourner le lendemain? Et le lendemain, on y est retourné sans Judith et sans les dirigeants de Total, et on a frappé, j'ai dit à mes amis, fais attention, si je vais frapper à la ruche pour voir si les abeilles sortent. Et pas... Bon, je vous fais la version courte, on ouvre une ruche complètement vide, on ouvre une deuxième ruche complètement vide, une troisième ruche complètement vide. Voilà. Donc on a montré ces images chez Lise Lucet, les gens de chez Total étaient furieux. Mais donc Judith, c'est l'exemple parfait pour dire que les gens de chez Total sont des humanistes et que non, ils ne laissent pas une famille de paysans dans la mouise et qu'ils s'occupent de chaque famille. Donc le meilleur exemple qui montre à tous les journalistes et à tous les officiels qui viennent, c'est Judith. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont capables de mentir. S'ils mentent comme des cochons à des journalistes ou à des élus du peuple, vous imaginez un paysan qui ne sait pas lire et écrire, ils lui font signer un papier, tu te casses, tu prends tes petits sous et tu nous laisses faire notre pipeline. Donc c'est juste honteux. Sur le fond, ils n'ont aucun argument. Donc la première journée où on a vu les dirigeants Total, 4 heures avec eux, et au bout de 2 heures, on avait d'abord éclusé les familles les plus en la mouise, et on voulait absolument insister sur des cas particuliers pour qu'ils s'en occupent en urgence. Et après ça, je leur ai sorti le rapport de l'Agence internationale de l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie, c'est quand même la plus haute autorité mondiale de l'énergie, qui en mai 2021 disait, pour éviter un avenir apocalyptique, il faut stopper tous les nouveaux forages de pétrole. Donc ce n'est pas Greenpeace, ce n'est pas deux climatologues dans leur coin, c'est la plus haute autorité mondiale qui dit en mai 2021, il faut stopper tous les nouveaux forages. Donc je demande aux dirigeants de Total, pourquoi vous faites ce pipeline? Première réponse, Monsieur Larouturou, avec la guerre en Ukraine, on a besoin de gaz pour l'Europe. Excusez-moi, mais votre projet, ça fait 15 ans qu'il est dans les tuyaux, ce n'est pas pour la guerre en Ukraine. Et si votre projet fonctionne, au mieux du mieux, enfin mieux du mieux ou au pire du pire, le pétrole sortira dans 8 ans. Donc ne nous dites pas que c'est... Et on espère que dans 8 ans, la guerre en Ukraine sera finie, et c'est du pétrole qui viendra peut-être dans 8 ans, donc ça ne règle pas le problème de l'Europe aujourd'hui. Donc premier argument, c'est mauvais signe. Quand le gars qui est envoyé par Pouyanné, le bulldog en chef, il est connu pour être le gars qui est le plus dur dans les négos, il commence par un énorme mensonge. Non, faire du gaz pour l'Europe avec la guerre en Ukraine, ce n'est pas pour ça que vous faites ce pipeline. Deuxième raison, oui, mais l'Agence internationale de l'énergie dit qu'on peut faire du gaz pour l'Afrique parce que beaucoup de gens font la cuisine avec du charbon de bois, donc de la déforestation, et ce serait mieux de faire du gaz pour l'Afrique. Ils ont dit oui, c'est vrai. Mais encore une fois, ce pipeline, ce n'est pas du gaz pour l'Afrique, c'est du pétrole lourd pour le reste du monde. Voilà. Alors que justement, le dictateur, je ne vais pas être trop long, mais le directeur ougandais, une fois qu'on a fait voter la résolution par le Parlement européen, était furieux en disant « c'est pas moi, M. Museveni, le dictateur, qui ai voulu faire ce pipeline, c'est M. Pouyanné qui nous m'a convaincu de le faire ». Au début, le projet des dirigeants de l'Ouganda, c'était juste de faire un tout petit peu de gaz pour que tous les foyers ougandais aient quelques bonbonnes de gaz pour faire la cuisine sans couper la forêt. Donc voilà, je suis trop long visiblement, désolé. Mais donc, ils mentent comme des cochons. Ils n'ont aucun argument réel pour expliquer pourquoi ils se faire ce pipeline, juste pour faire du fric. Et M. Pouyanné n'est pas un imbécile, il sait, et il y a une vidéo qui circule, qui est terrible, qu'on a retrouvée, qui était chez Lise Lucet il y a 6 ou 7 ans. On voit M. Pouyanné devant vos collègues élèves de Sciences Po, qui explique tranquillou, mais vraiment très tranquillement. Il dit, notre scénario à nous, je ne sais pas si on va le rendre public, c'est un réchauffement de plus 3 ou plus 3,5 degrés. Et effectivement, si on continue à faire ce genre de pipeline partout, on va vers un réchauffement de 3 ou 3,5 et ce sera juste l'horreur. Donc on va tout faire. Le Parlement européen a voté une résolution qui demande d'arrêter ce pipeline. M. Pouyanné était furieux. On lui a demandé de venir s'expliquer devant le Parlement. Il a refusé. Je pense quand même que s'il avait de bons arguments, il pourrait répondre. Il a refusé de répondre aux questions de France 2. Voilà. Donc, je ne peux pas tout raconter, mais on a encore quelques petites surprises en réserve pour M. Pouyanné, parce qu'on ne peut pas être au-dessus des lois. Voilà. L'ensemble de la communauté mondiale essaie de mettre en place l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est quand même l'ensemble des États de la planète qui disent on veut tout faire pour limiter le réchauffement à plus 1,5 ou maximum un réchauffement à 2 degrés. Et M. Pouyanné s'en fiche et il explique que son scénario à lui, c'est 3 ou 3,5. Donc je pense qu'il faut faire comprendre à ce monsieur qu'il y a des règles du jeu et on va tout faire dans les prochaines semaines pour lui rappeler. Merci Pierre pour ce témoignage. Pour revenir sur un des slogans, un de vos slogans et aussi le titre de cette conférence, on pensait que ça aurait attiré tous les étudiants qui voulaient faire du M&A, malheureusement ce n'est pas le cas. Pensez-vous que si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé ?
Oui, je pense que oui. Et en 2008, 2007-2008, quand il y a eu la crise financière, on était capable la Banque centrale a créé 1000 milliards en quelques heures. En 3 jours, on a réglé tous les problèmes juridiques. J'ai des amis qui travaillent au ministère des Finances, qui ont fait 3 nuits blanches. On a réglé tous les problèmes juridiques pour que l'argent qui arrivait de la Banque centrale puisse aller aider la Société Générale ou BNP Paribas, ce qui était très bien. Parce que si les grandes banques s'étaient cassées la figure, on était dans une mouise. Donc je suis très content qu'on ait sauvé les banques en 2008. Par contre, je suis moins content qu'on n'ait pas du tout, quasiment pas changé les règles du jeu du système financier et on peut de nouveau avoir une crise financière n'importe quand. Et je trouve absolument scandaleux qu'on ne trouve pas les moyens de gagner la bataille du climat. Alors qu'il y a un diagnostic, alors qu'on le sait, j'ai montré des extraits de rapports, que même Pisani-Ferry, qui est un des économistes qui a aidé Emmanuel Macron à être élu la première fois, Jean Pisani-Ferry, a sorti un rapport il y a quelques semaines. Emmanuel Macron l'a traité par le dédain. J'avoue que c'est troublant pour moi. Je le dis vraiment sans polémiquer. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir il y a 6 ans, je pensais que je ne serais pas d'accord avec lui sur les questions sociales. J'avais refusé, on m'a étendu des perches pour être député dans sa majorité. À aucun moment, je n'ai voulu être député. Mais je pensais que sur l'Europe et sur le climat, on serait d'accord. Et il a commencé plutôt très bien sur le climat. Il a fait le One Planet Summit. Je vous invite à retrouver les vidéos. Devant 80 chefs d'État, devant 3000 citoyens, le discours de Macron était assez génial. Les premiers mots d'Emmanuel Macron au début, donc 6 mois après sa première élection, devant 80 chefs d'État, il dit « On est en train de perdre la bataille, on le sait ». Il reprend « On est en train de perdre la bataille et nous n'aurons aucune excuse ». Il dit, Emmanuel Macron dit « Il y a 30 ans, les dirigeants avaient une excuse, ils ne savaient pas, mais nous n'avons aucune excuse, nous savons ». Je lui envoie un message, bravo pour ton discours, ça change du blabla habituel. Parce que, voilà, déjà quand il était le conseiller de François Hollande, il m'expliquait qu'il était complètement d'accord avec nous. Il y a une fois, on avait déjeuné avec Michel Rocard et avec Emmanuel Macron. Il nous faisait comprendre qu'il était complètement d'accord avec nous, mais que ce pauvre François Hollande n'était pas capable d'évoluer, mais que lui, Macron, était complètement d'accord. Donc quand il arrive au pouvoir et qu'il fait ce discours, je me dis, waouh, c'est bien. Puis il crée le Haut Conseil pour le climat. Là, de nouveau, il me dit, Pierre, on a besoin de gens comme toi pour nous secouer, pour nous pousser à aller plus loin. Je me dis, ouais, c'est super. On crée le Haut Conseil pour le climat, c'est super. Puis la Convention citoyenne pour le climat, ça a de l'allure. 150 citoyens tirés au sort qui prennent des week-ends de 3 jours pour travailler des climatologues. Il avait promis qu'il reprendrait l'intégralité de leurs propositions. Voilà. Et puis, même pas 10%. Donc j'avoue que c'est troublant qu'un homme aussi intelligent, il a quand même un QI supérieur à la moyenne, on ne peut pas dire qu'il est bête. Donc il est vraiment intelligent, il connaît tous les enjeux, il sait quelles sont les solutions. Donc c'est vraiment très troublant. Et donc, on ne va pas attendre 4 ans. On va pas attendre 4 ans pour... je regrette beaucoup tous ceux qui se sont divisés. J'aurais préféré que ce ne soit pas lui qui gagne l'élection. Mais bon, mais donc on va peut-être tout faire. On va tout faire pour que ce ne soit pas Darmanin ou Le Pen dans 4 ans. Parce que si c'est Darmanin ou Le Pen, moi, je demande l'exil en Belgique. Ça va être juste... Non, mais c'est l'horreur. Donc, je pense qu'il faut tout faire pour que le débat ne soit pas entre Darmanin et Le Pen. Mais après ça, on ne va pas attendre 4 ans pour avoir des victoires d'étape. Donc je le redis, si vous êtes là ce soir, c'est sans doute que vous êtes convaincus. Est-ce qu'on est capable de s'organiser? Là, je parle très vite ce soir et mon PowerPoint, j'ai pu en faire que 15%. Mais je pense qu'on pourrait être plus nombreux, être porte-parole, animer des débats partout et foutre la pression pour avoir quelques victoires d'étape. Et justement, vous dites Darmanin, Le Pen, ce serait l'horreur. Vous êtes un homme de gauche. Vous avez été candidat à la primaire populaire en 2022. Quel rôle vous souhaitez jouer à l'approche des élections européennes? Je suis un homme de gauche, mais je suis plutôt un homme de dialogue. Pour la semaine de 4 jours, c'est moi qui ai lancé l'idée. Enfin, c'est Antoine Ribaud, le patron de Danone. La veille du jour où j'ai été doublé sur ma gauche, la veille du jour où j'avais toute une page dans Le Monde pour expliquer la semaine de 4 jours, c'est le patron de Danone qui a fait, je l'avais là sur 5 colonnes à la une, il faut passer à 32 heures sans étape intermédiaire. Et je suis allé voir, j'étais plutôt effectivement, mes parents militaient avec Jacques Delors, moi j'étais dans le club de Jacques Delors et de Michel Rocard, mais je me suis dit qu'il fallait qu'on travaille avec des gens de tous les côtés. Donc je suis allé voir Gilles de Robien. J'ai réussi à faire voter, quand Alain Juppé, donc la droite, était au pouvoir, j'ai réussi à faire voter une loi qui disait si une entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée 10% d'emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Donc je suis un homme de gauche, mais je ne crois pas être sectaire. C'est moi qui ai fait la loi de Robien. J'ai fait un tour de France. Gilles de Robien était le vice-président de l'Assemblée, un gars bien à droite. Quand il avait gagné la mairie d'Amiens, c'était une mairie qui était communiste et qui était à 35 heures depuis très longtemps. Et lui, quand il arrive, il dit que les 35 heures, c'est de la connerie et qu'il les fait remonter à 39 heures. Il a eu 6 semaines de grève. Il a envoyé les CRS contre ses salariés pour les faire travailler plus. Donc il n'était vraiment pas acquis à la semaine de 4 jours. Et c'est pour ça que je suis allé le voir en me disant
il est vraiment farouchement hostile à la réduction du temps de travail. Si lui, j'arrive à le faire bouger, ça va faire du bruit. Donc on a eu 3 rendez-vous et à la fin du 3e rendez-vous, De Robien me dit « Tu m'as convaincu, on peut passer à 4 jours sans abîmer les entreprises ». Et je l'ai convaincu de faire un tour de France et on a fait une loi. Dans 2 semaines, je suis invité par François Bayrou. Dans 2 semaines, c'est les journées d'été du MoDem. Et je suis invité par François Bayrou pour parler de l'urgence climatique. Donc ce n'est pas exactement ma famille. Donc je ne pense pas être un mec sectaire. Pardon ? Un rôle de conseiller Non, pas seulement de conseiller, mais je pense qu'il faut on ne peut pas avancer si on ne laisse la parole qu'aux plus excités ou si on laisse la parole à des gens qui n'ont pas du tout le même humanisme que nous. Et donc, je pense qu'il faut expliquer. Je vous l'ai dit, on a fait une exposition au cœur du Parlement européen. J'ai été scotché. On a eu 250 personnes qui sont venues, y compris des députés qui ont découvert le sujet. Donc, à chaque fois qu'il y avait un ou une députée qui passait, on a obtenu de faire une exposition sur l'urgence climatique au cœur du Parlement, au 3e étage, là où il y a tout le monde qui grenouille. On avait donné un peu d'argent à un jeune artiste belge pour avoir une courbe de 4 mètres de haut sur la courbe que je vous ai montrée avec le CO2 depuis 800 000 ans. On a fait une structure qui avait 4 mètres de haut, donc tout le monde la voyait. Et du coup, dès qu'il y avait quelqu'un qui venait, on lui disait « C'est quoi ton année de naissance ?» Et on lui disait « Quand tu es né, il y avait 380 ppm, maintenant on est à 424. » Et on voyait les députés qui se décomposaient, y compris un député qui, au bout de 15 minutes, il est là depuis 15 minutes, je lui parle lentement, mais voilà. Et il me dit « Mais Pierre… » Pardon, je excuse-moi, mais ce député me dit « Mais Pierre, le CO2, c'est une conséquence du réchauffement climatique ou c'est une des causes du réchauffement climatique ?» Donc même un député, pas plus bête que la moyenne, il est venu à l'exposition, donc il est intéressé, il est là depuis 15 minutes, mais il me pose quand même des questions de base en demandant si le CO2 est une conséquence ou une cause. Donc il y a un besoin d'explication et je serais vraiment heureux, je le redis, parce que avant que je devienne député, il y avait des étudiants de grandes écoles qui m'avaient dit c'est quand même pas très con, qui m'avaient donné 1 heure avec le PowerPoint et qui m'avaient dit que c'était quand même pas très compliqué avec un PowerPoint d'être capable d'expliquer nos idées. Et on avait dit qu'on ferait un samedi après-midi. C'est une blague, hein. Je suis très heureux d'être invité, même avec un quart d'heure. Non, mais c'est pour dire que voilà. Je pense que ça aurait de l'allure qu'on s'organise. Je pense que si on est là, on est tous très inquiets. Si chacun de nous reste dans sa chambre, il y a de quoi se flinguer avec l'accumulation des crises. Quand vous mettez la radio, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Donc il y a vraiment de quoi déprimer et se flinguer si chacun et chacune reste de son coin. Mais si on s'organise, je pense qu'on peut être nombreux à être porte-parole, à faire passer des messages et à foutre la pression sur les politiques. D'accord, donc c'est en cours d'organisation. On est en train de s'organiser. C'est pour ça que vous pourrez prendre le petit bouquin et le flashcode pour donner vos noms, vos prénoms et qu'on vous relance bientôt. Mais ça, c'est un peu facile quand même, Pierre. Vous pensez, on est quand même à 1 an des élections européennes. On a vu Monsieur Pierre Larouturou qui s'est présenté à la primaire populaire en 2022. Est-ce que Pierre Larouturou, il sera candidat aux élections européennes ou est-ce qu'il faudra attendre 2027 pour le voir candidat ? Non, je serais très heureux de faire un 2e mandat. Honnêtement, le boulot de député est passionnant. Pendant son 1er mandat, on apprend des choses, on apprend à avoir confiance en soi. Là, je n'ai pas eu le temps de parler de la Banque du Climat, mais le fait d'être chauve et d'avoir beaucoup travaillé avec Michel Rocard fait que les gens pensent que je suis sérieux. Donc, on m'a mis j'étais assez ému quand on m'a demandé d'être rapporteur général du budget. J'ai quand même des collègues qui ont été ministres, j'ai des collègues qui sont là depuis 10 ans ou 15 ans, et c'est moi, le gars qui débarque, à qui on demande d'être rapporteur général du budget. La même semaine, j'ai eu un blâme. J'ai fait rentrer 40 jeunes activistes qui ont foutu le bazar au cœur du Parlement pour hurler l'urgence climatique. Donc, j'ai eu quelques sanctions. Et en même temps, on m'a dit quand même que le groupe et le Parlement me faisaient confiance pour être rapporteur du budget. Et le fait d'être rapporteur du budget, c'est un gros boulot. On négocie tout le budget de l'Europe, donc c'est 160 milliards. Donc, c'est quand même. Mais on a heureusement des gens compétents qui nous aident à faire celui ou celle qui est rapporteur du budget fait le gros travail politique. Mais l'intérêt, c'est que ça vous permet de rencontrer Christine Lagarde. Quand vous avez envie de voir si vos idées sur une banque du climat sont sérieuses, vous faites un email à Christine Lagarde et 3 semaines après, vous êtes au dernier étage de la tour à Francfort et vous avez 1 heure avec Christine Lagarde. Elle m'a demandé d'être discret sur notre entretien. Donc, comme on est filmé, je ne raconterai pas du tout l'entretien avec Christine Lagarde. Mais quand j'explique qu'on pourrait avoir une banque du climat qui fait 300 milliards de prêts, que sans changer les statuts, ce qu'on explique dans le petit bouquin qu'on a rédigé avec Jean Jouzel et qui est là, on explique comment, sans changer les statuts de la Banque centrale, sans changer les traités, on pourrait utiliser autrement le quantitative easing. Le quantitative easing, c'est toute la monnaie qui a été créée. Il y a eu la crise financière, on a mis 1 000 milliards, mais après ça, Mario Draghi, pour maintenir la croissance, il y a eu un bilan de la Banque centrale qui a énormément augmenté. Et en utilisant autrement cet argent, on pourrait avoir une banque du climat qui fait 300 milliards de prêts chaque année,
300 milliards de prêts à taux zéro pour le climat, pour l'Europe et pour l'Afrique, et ça changerait tout. Donc oui, un deuxième mandat, je serais plutôt content, parce que le premier mandat te permet de prendre confiance en toi. Au début, ça me faisait bizarre, comme les huissiers m'ouvrent la porte, monsieur le député, je me demande s'il y a quelqu'un qui va arriver. Pendant des semaines, on se dit qu'il y a une erreur, que le ministère va appeler pour dire non, ce rigolo n'est pas député. Mais au bout d'un moment, on se dit qu'on a une responsabilité, je redeviens sérieux, et que donc, je serais très heureux de faire un deuxième mandat. En plus, le Covid-19, c'était l'horreur pour tout le monde, mais ça nous a quand même beaucoup compliqué les choses. Donc il y avait vraiment une dynamique sur le climat, puis le Covid-19, puis la guerre en Ukraine, puis l'inflation font qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent remettre en cause cette dynamique sur le climat, et j'aimerais être encore député, y compris l'exposition dont je vous ai parlé. On a obtenu qu'elle soit 3 semaines. La semaine prochaine, elle va commencer au Parlement belge, puis elle va aller au Parlement irlandais, et a priori, tous les nouveaux députés européens y auront droit pendant 3 semaines en juillet prochain pour mettre une petite piqûre sur l'urgence climatique. Une autre de vos propositions phares, c'est la semaine à 4 jours et à 32 heures hebdomadaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail cette mesure et ses avantages et sa viabilité économique? Est-ce que vous m'en voulez à mort si je prends 5 minutes avec le PowerPoint? Non, merci. Non, mais je me dis que vous êtes quand même plutôt bon et bonne en économie, autant que je vous donne les vrais arguments. Hop, donc je finis là-dessus. Donc il y a toujours plus de 3 millions de chômeurs. Les Échos, la semaine dernière, disaient, le gouvernement dit qu'on a créé beaucoup d'emplois, mais il y a toujours plus de 3 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi qui font 0 heure par semaine, et 5 390 000, si on compte aussi ceux qui ont un petit boulot, mais qui voudraient un boulot normal, et sans compter les gens au RSA, qui au bout de 2 ans ne sont plus comptés comme chômeurs, mais sont tombés au RSA. Donc, je n'insiste pas sur la gravité de ce qui se passe. Est-ce qu'on peut compter sur la croissance économique? Avant de parler de la semaine de 4 jours, est-ce qu'on peut compter sur la croissance économique pour créer des emplois? Ça fait 30 ans que tout le monde dit « votez pour moi, je vais relancer la croissance ». Voilà l'évolution de la croissance depuis 1960 en France. Vous voyez, 5,6, puis 3,7, puis voilà. Je pense qu'il faut être très, très optimiste ou avoir bu un petit coup en trop pour penser que la croissance va revenir. Mais ça, c'est la croissance en France. Il y en a qui vont dire oui, mais c'est la France, on a un État obèse, je mets des guillemets, on n'a pas de politique industrielle. Regardez en Allemagne, c'est quand même mieux. Donc il y a plein de choses très bien, effectivement, en Allemagne. Il y a plein de choses très bien, mais est-ce que leur croissance est beaucoup plus forte? Mesdames, Messieurs, la croissance en Allemagne, vous voyez la différence, c'est radicalement différent. L'Allemagne a exactement la même chose. Quand j'étais rapporteur du budget, j'allais 2 fois par mois à Berlin, et je me souviens de la dernière conférence de presse de Jens Weidmann, le patron de la Bundesbank, il y a 2 ans, avant l'arrivée du virus, la dernière conférence de presse de Weidmann dit « l'Allemagne est en train de retomber en récession ». Voilà. Et ça ne plairait pas à M. Bardella ou à Mme Le Pen, mais si l'Allemagne a évité la récession depuis 2012-2013, c'est seulement et principalement parce qu'elle a accueilli 1,5 million de réfugiés syriens. Mais sinon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Destatis, l'équivalent de l'INSEE en Allemagne, qui dit que si on n'avait pas accueilli 1,5 million de réfugiés, l'Allemagne a été à 0,4% de croissance et était en train de tomber dans la récession. Quand on accueille 1,5 million de personnes, ça apporte de l'énergie, ça apporte de l'intelligence, c'est des enfants qui vont aller à l'école, on va agrandir l'école. Voilà. Donc le dynamisme de l'Allemagne, est-ce qu'on peut compter sur la croissance? On a du mal à y croire. Je l'ai dit, je peux être long, mais non seulement la croissance ne revient pas, mais ça peut péter n'importe quand. Voilà l'évolution de la dette totale aux États-Unis, vous voyez, depuis 1950, dette totale privée et publique. Voilà l'évolution de la dette totale en Chine. Donc les 2 moteurs de l'économie mondiale peuvent exploser n'importe quand. Et voilà ce dont je parlais il y a 6 ans, le FMI qui disait on n'a réglé aucun problème avec la crise financière de 2008, ça peut péter n'importe quand. Le FMI disait une crise qui pourrait être 10 fois plus grave que la première crise financière. Donc on ne peut pas compter sur la croissance. Je vais quand même... oui, c'est quand même intéressant de savoir d'où vient notre addiction à la dette. Vous voyez, c'est la dette totale des États-Unis. Vous voyez qu'il y a 2 périodes très différentes, entre 1950 et 1981 et depuis 1981. Donc vous voyez quand même qu'entre 1950 et 1981, il y a eu 30 années sans aucune crise financière où il n'y avait besoin ni de dette privée ni de dette publique pour maintenir l'économie. On a eu 30 années de stabilité sans dette. Et puis, de plus en plus de dettes depuis 1980. Pourquoi? C'est parce qu'avant l'arrivée de Ronald Reagan, la cassure, elle se fait en 80, c'est l'arrivée de Ronald Reagan, c'est très clair. Hein, c'est les chiffres de la Réserve fédérale. On peut ne pas être d'accord avec mon interprétation, mais les chiffres que je vous montre sont de la Réserve fédérale. Vous tapez tous les mois, tous les 3 mois, il y a le flow of funds et vous pouvez actualiser la chiffre. Donc ça, vous voyez Roosevelt, avant Bretton Woods, on a tous appris dans nos cours d'économie qu'en 1944, on fait 1 mois de travail à Bretton Woods. On espère que les militaires vont gagner la bataille sur le terrain. Mais Roosevelt réunit tous les chefs d'État, tous les leaders et les grands économistes pendant 1 mois pour travailler sur un nouveau système monétaire et bancaire à Bretton Woods. Mais la première chose que fait Roosevelt avant Bretton Woods,
C'est la conférence de Philadelphie, et le texte est magnifique. Tous ceux qui avaient connu la crise de 29 et la guerre disent qu'il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. Avant de parler des questions financières et bancaires, ils disent il faut dans chaque pays et dans le commerce mondial des règles sur le salaire minimum, sur le temps de travail, sur comment on finance la sécurité sociale. Je vous invite à lire ce texte qui est d'abord très très beau, avec des grands principes. Le travail n'est pas une marchandise, on ne peut pas brader, ce n'est pas parce qu'il y a des chômeurs qu'on peut faire baisser le salaire des autres. La pauvreté, où qu'elle existe, est un danger pour la prospérité de tous. Donc c'est d'abord des très beaux principes, et après ça, dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles sur le salaire minimum, sur le temps de travail, des règles sociales. Tant qu'on a tenu bon sur Philadelphie, on n'a vu aucune crise économique et pas besoin de dette. Et puis, à partir de 1981, c'est le tournant libéral. Dans tous les pays, la part des salaires diminue. Et ce qu'on ne donne pas par le salaire, on pousse les gens à s'endetter pour maintenir leur croissance. Thomas Piketty montre dans son premier bouquin, avant d'être célèbre, Thomas Piketty disait que la dernière fois qu'il y a eu une réforme fiscale ambitieuse en France, c'était quand la gauche arrive au pouvoir en 81-82. Elle a permis de donner aux salariés 0,3% du PIB en plus, 0,3%. Et depuis, dans tous les pays occidentaux, ça c'est pour les pays de l'OCDE, la France, l'Allemagne, le Japon, ce qui va au salaire diminue partout. C'est à peu près, pour l'ensemble des pays de l'OCDE, c'était 67% du PIB, 67% du PIB qui allait au salaire et aux cotisations de sécu. Et puis la négociation est déséquilibrée par le chômage, ça tombe à 57%. Donc c'est des sommes, c'est le recul est de 10% du PIB, donc 30 fois. Thomas Piketty dit que la peur du chômage et le déséquilibre de la négociation fait la plus grosse contre-réforme fiscale jamais vue. La gauche avait fait gagner aux salariés plus 0,3% du PIB en plus, et le recul est 30 fois plus important. Donc c'est des sommes, dès qu'on parle de ça, on a peur de passer pour des vieux gauchistes. Parler du partage de la valeur ajoutée, ça fait un peu gaucho. Donc avec Michel Rocard, qui n'était pas un vieux gauchiste, on a fait ce calcul assez simple. Quand la part des salaires diminue de 10% en 30 ans, petit à petit, au total, c'est 150% du PIB. C'est des sommes colossales. 150% du PIB qui auraient dû aller aux salariés ou aux caisses de sécu et qui sont partis vers les marchés financiers. Donc la croissance ne reviendra pas et la justice sociale n'est pas un luxe. Tant qu'on tenait bon sur la justice sociale, on a eu 30 années sans aucune crise financière et sans avoir besoin de dette. Et depuis qu'on a dérégulé le marché du travail, on maintient la croissance. Ce qu'on ne donne pas par le salaire, on le donne par la dette. On pousse les gens à s'endetter. On a aussi fait le dumping fiscal qui fait qu'on baisse les ressources de l'État et on fait de la dette publique. La semaine de 4 jours, pourquoi? Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. C'est Daniel Cohen qui est là, c'est mort il y a quelques semaines, qui a expliqué il y a 6 ans qu'on parle beaucoup de la mondialisation. Et c'est vrai qu'il y a un problème, la mondialisation est très très mal régulée. Mais Daniel Cohen disait que c'est seulement 10 ou 15% des destructions d'emplois qui viennent de la mondialisation mal régulée. Mais il disait l'essentiel des destructions d'emplois, 85 ou 90%, c'est lié au gain de productivité. Aux États-Unis, c'est Robert Reich, l'ancien ministre de Bill Clinton. Je vous conseille ses vidéos, ce mec est génial, il est brillantissime et en plus il est très drôle. Et c'est Robert Reich qui dit qu'on parle souvent de la désindustrialisation américaine pour expliquer le blues des classes moyennes, mais il dit que ce mot est très ambigu, désindustrialisation. Parce que évidemment, ce serait mieux si la Chine respectait les règles de l'OMC, évidemment, ce serait mieux s'il y avait une mondialisation régulée, mais même avec une Chine ou une mondialisation très mal régulée, il dit la production industrielle sur le territoire américain a augmenté de 80%. Donc il n'y a pas une désindustrialisation, il n'y a pas une hémorragie totale de l'industrie qui s'en va ailleurs. L'industrie, la production industrielle sur le territoire a augmenté de plus 80%. Mais le besoin de travail a baissé de 30%. C'est les calculs de Robert Reich, avec les robots, avec les ordinateurs, avec l'intelligence qu'on a mis dans la tête des gens. En France, le nombre d'étudiants et d'étudiantes après le bac, on a multiplié par 8. On a multiplié par 8 le nombre de gens qui font des études supérieures en France depuis 40 ans. Donc la double révolution technologique et intellectuelle fait que dans tous nos pays, on produit beaucoup plus avec en gros 30% de travail en moins. Ce n'est pas qu'on soit de droite ou de gauche, il y a des robots, il y a des ordinateurs, il y a de l'intelligence. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait de le besoin de travail a baissé de 30%. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on laisse 30% de gens dans la mouise, des gens qui sont au chômage, à 0 heure par semaine ou avec des petits boulots, ou est-ce qu'on est capable de relancer une négociation sur le temps de travail? Ça, c'est la productivité en France. Tous nos politiques ont appris la première révolution, Ford et Taylor, mais il y avait encore des gens autour de la chaîne, tandis que la révolution qu'on vit depuis quelques années, vous voyez des usines où il n'y a personne autour de la chaîne. La semaine dernière, à Bruxelles, mon voisin déménageait. Autrefois, il aurait fallu 5 mecs très costauds pour monter les cartons et les descendre. Maintenant, il y a une petite échelle qui fait l'essentiel du boulot.
partout, même dans les services. J'ai une amie qui est avocate et qui dit quand il faut aller plaider à la cour, évidemment, c'est elle qui va plaider, mais le travail sur la jurisprudence, il y a un service, le système le fait à sa place. Et on nous annonce bientôt la révolution de l'intelligence artificielle qui va encore détruire de l'emploi, donc ce serait peut-être bien si on arrivait à négocier et à renforcer la cohésion sociale avant qu'arrive la prochaine vague. Donc je l'ai dit, la semaine de 4 jours, beaucoup de gens disent que c'est moi qui ai lancé le débat en France, c'est faux. Juste avant que nous on le lance, la veille, un des plus grands patrons, Antoine Riboud, le fondateur de Danone, c'est quand même un gars qui s'y connaissait un peu, c'est lui qui a créé tout le groupe BSN Danone et qui expliquait à la une du journal Le Monde, il faut descendre à 32 heures sans étape intermédiaire, avec l'idée, en 1995, c'était un rapport rédigé à la demande de Balladur pour montrer que ce n'est pas spécialement la gauche qui disait qu'il fallait réduire de plus de 20% le temps de travail. Et pour être sûr qu'il n'y avait aucun problème de formation, il avait dit d'ici 20 ans, mais tout le monde était d'accord pour dire oui, d'ici 2015, évidemment, on sera tous passés à 4 jours. L'idée est simple, c'est comment faire pour ne pas baisser les salaires, mais ne pas abîmer les entreprises. Là où ce que j'ai apporté au débat public, c'est dire qu'on peut activer les dépenses de chômage. Qu'on est d'un pays qui consacre des dizaines de milliards pour gérer les conséquences du chômage. Heureusement, on ne laisse pas les chômeurs et les chômeuses la bouche ouverte dans la rue. Il y a des aides pour les personnes au chômage, il y a des aides pour les gens qui tombent au RSA, on compense pour la sécurité sociale. Donc on est d'un pays qui met des dizaines de milliards pour payer les conséquences du chômage. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser mieux cet argent? C'est aussi ce que disait la CFDT au début des années 90, et activer l'argent en disant si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée 10% d'emplois, s'il y a 10% d'emplois en CDI, des nouveaux emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et c'est comme ça que vous avez 400 entreprises, des petites, des grandes. Si vous mangez un yaourt Maminova, tous les salariés de Maminova, le directeur général, tout le monde, les ouvriers, les commerciaux, tout le monde est passé à 4 jours. C'est vrai dans des entreprises d'informatique, dans des entreprises de charpente métallique, dans un cabinet d'avocats, dans une entreprise de génétique. On a des exemples dans tous les métiers, aussi bien de 5 salariés que de 800. C'est possible, avec l'idée que l'entreprise arrête de payer ses cotisations chômage si elle crée des emplois. Et on a la démonstration de Patrick Artus, il y a des études à la Caisse des dépôts, qui dit « Vous inquiétez pas du point de vue macroéconomique ou du point de vue des finances publiques, ce que propose la Routiroux est équilibré, parce qu'il y a une exonération qui est très forte, mais on ne donne l'exonération que s'il y a des créations d'emplois, donc moins de chômeurs à payer et plus de gens qui vont cotiser pour les caisses de sécurité sociale, les caisses de retraite ou qui vont payer la TVA. Au total, avec la semaine de 4 jours, on pourrait créer 1 600 000 emplois. Donc j'ai dit qu'avec une vraie politique sur le climat, on peut créer 900 000 emplois. Avec un vrai pacte climat, on peut créer 900 000 emplois. Avec la semaine de 4 jours, on peut en créer 1,6 million. Au total, ça ferait 2 500 000 emplois. Le débat revient dans presque tous les pays d'Europe. Là, c'est en Allemagne. Encore ce matin, le commissaire européen me disait que ça y est, en Allemagne, il y a un groupe de travail entre le patronat et IG Metall, et c'est officiel depuis hier. Ils vont expérimenter la semaine de 4 jours, 32 heures, dans plusieurs dizaines d'entreprises. Même à Davos, qui n'est pas un lieu de la gauche alternative, il y avait un grand débat. Le numéro 2 des Échos faisait des petits spots, la Routiroux, en disant le seul débat qui refuse du monde, c'est archi plein, c'est le débat sur la semaine de 4 jours. Et avec comme sous-titre, est-ce que la semaine de 4 jours peut être la meilleure réponse aux plus urgents problèmes du XXIe siècle? Et le commissaire européen qui était me disait qu'à sa grande surprise, le commissaire européen, c'est un copain, on est de la même famille politique, Nicolas Schmit, mais à sa grande surprise, même la ministre néerlandaise du Travail disait aujourd'hui aux Pays-Bas, la durée moyenne est à 29h30. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais aux Pays-Bas, la durée réelle moyenne est à 29h30. Mais elle disait, il y a un problème, c'est que la plupart des femmes sont à 3 jours. Aux Pays-Bas, la plupart des femmes sont à 3 jours et la plupart des hommes sont à 5 jours. Avec des salaires et des responsabilités à 3 jours pour les femmes et des salaires et des responsabilités à 5 jours pour les hommes. Elle disait, est-ce que ce ne serait pas mieux que hommes et femmes, on soit à 4 jours? Donc je m'arrête là, mais oui, c'est possible, la semaine de 4 jours. Même le CJD, c'est 6 000 chefs d'entreprise. On parle toujours du MEDEF, comme si le MEDEF était le seul mouvement patronal. Mais il y a un mouvement qui s'est détaché en 1936, quand il y a eu les congés payés. Le patronat officiel expliquait que ce n'était pas possible, les congés payés. Les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront jamais. Donc une partie du patronat a toujours été hostile. Et il y a une branche qui s'est détachée en disant, on ne peut pas être aussi stupide à chaque fois. Et donc ça existe toujours, c'est le centre des jeunes dirigeants, c'est 6 000 patrons, des vrais patrons, et eux, ils disent qu'ils veulent expérimenter la semaine de 4 jours. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le micro au public. Si vous avez des questions... Bonjour monsieur, encore merci pour votre conférence. Moi, ce serait plus une question relative aux institutions européennes, dans la mesure où aujourd'hui vous êtes eurodéputé, donc vous avez votre mot à dire, mais pourtant on parle beaucoup du Parlement européen comme
plutôt une chambre d'enregistrement et non pas un organe acteur de la politique européenne. Et est-ce que ça ne vous frustre pas? Est-ce que vous ne pensez pas que l'Union européenne, face aux grands enjeux, par exemple climatiques et sociaux, devrait évoluer plutôt vers un modèle fédéral? D'accord à 300%. Et j'espère qu'on va y arriver bientôt, parce qu'on reparle d'un élargissement. Quand Olaf Scholz est venu devant le Parlement, il a insisté pour dire qu'il fallait accueillir de nouveaux pays. Madame von der Leyen, la semaine dernière, a redit qu'il fallait élargir l'Europe. Et je pense que si on élargit l'Europe et qu'il n'y a pas un traité social et un fonctionnement beaucoup plus démocratique, on va finir par en crever. Et ce n'est pas mon opinion perso. Peut-être que si vous avez travaillé là-dessus, vous savez qu'en 2000, il y a eu un grand discours du ministre allemand des Affaires étrangères, Joschka Fischer, qui a dit l'Europe va crever si on n'a pas un fonctionnement beaucoup plus démocratique. Les règles du jeu avec l'essentiel du pouvoir, vous avez raison, vous l'avez dit gentiment, mais l'essentiel du pouvoir n'est pas au Parlement européen. L'essentiel du pouvoir est toujours chez les chefs d'État. Ils étaient 28, maintenant ils sont 27. Il faut l'unanimité presque sur toutes les questions. Et même sur les questions où il n'y a pas l'unanimité, on évite de se fâcher avec le voisin parce qu'on aura besoin de lui sur les questions à l'unanimité. Et donc Joschka Fischer, je vous invite à relire son discours, il disait ça va devenir insupportable humainement, même pour ceux et celles qui sont dans la négociation, c'est vraiment très pénible pour être poli. Chacun a 3 minutes pour dire ses banalités et tout le monde a le même temps de parole. Les 27 disent le voilà. Les négociations se feront par ailleurs. Il y a des blocages permanents. On va très 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 lentement. Donc Joschka Fischer disait l'Europe va crever si on continue comme ça. Et il disait donc le ministre allemand des Affaires étrangères dans son discours en mai 2000 à l'université Humboldt, il disait il y a 2 choses à faire. Il faut élaguer les compétences. Élaguer. L'Europe ne doit pas s'occuper de tout. Dans mon coin des Pyrénées, on arrive à faire du fromage de brebis sans que l'Europe s'en occupe. Voilà, donc l'Europe ne doit pas s'occuper de tout. Mais par contre, dans les domaines où on a besoin d'être unis pour retrouver une souveraineté, ça n'est pas un abandon de souveraineté. C'est qu'il y a des sujets sur lesquels un pays tout seul n'y arrive plus. Donc il faut être unis à quelques-uns pour retrouver une souveraineté sur les questions de défense, de diplomatie, de recherche. Et là, il disait qu'il faut mettre en place un système parlementaire. Il faut dire qu'une fois tous les 5 ans, les citoyens vont voter pour le Parlement. Il y a un vrai débat politique sur quelle orientation on veut. Et puis il y a une coalition. L'acte fondamental, c'est le vote des citoyens une fois tous les 5 ans pour le Parlement. Il y a une coalition, on négocie un accord de coalition. Et la Commission européenne est une émanation. De même que dans les pays parlementaires, en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne, il y a le truc le plus important, c'est le vote législatif. Et puis, il y a un gouvernement qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc, Joschka Fischer proposait ça en disant les chefs d'État auront un rôle second. Comme, voilà. Et beaucoup de pays ont applaudi. Et là, c'est la France qui a dit non. Lionel Jospin, Moscovici, Védrine ont botté en touche. Donc, la France, il y a une époque où à chaque fois que je voyais un responsable allemand, je commençais par Entschuldigung. Excusez-nous, parce que c'est depuis 1989 que les Allemands nous disent qu'il faut une transformation beaucoup plus démocratique de l'Europe. Quand le mur de Berlin est tombé, et immédiatement Mitterrand fait une lettre à Helmut Kohl, François Mitterrand, le président français, pour dire qu'il faut l'union monétaire, parce que tout le monde avait peur que l'Allemagne regarde davantage vers l'Est et laisse tomber la France et l'Europe. Et donc il y avait une grosse pression des Français pour dire s'il vous plaît, on fait la monnaie unique, sinon ça donne l'impression que vous ne nous aimez plus. Et donc Helmut Kohl, le chef allemand, fait 2 lettres à Mitterrand en disant oui, d'accord pour l'union monétaire, mais il faut une union politique beaucoup plus démocratique, parce qu'on voyait bien qu'on allait s'élargir. Et c'était une bonne nouvelle que tous les pays qui avaient souffert sous le joug soviétique voulaient nous rejoindre, et que donc déjà les institutions ne marchaient pas bien, mais que si on était 27 ou 28 ou 29, ça serait insupportable. Donc déjà en 89, il y a 2 lettres d'Helmut Kohl qui demandent à Mitterrand d'avancer sur une Europe plus démocratique, et Mitterrand dit qu'il est fatigué, que ce sera la génération future. En 92, il y a Lammers et Schäuble, les porte-parole de la droite allemande, qui disent il faut une Europe plus démocratique, et Balladur fait comprendre qu'il n'en a rien à foutre. En 2000, c'est le ministre allemand Joschka Fischer qui répond, et Védrine et Moscovici se foutent de lui, se moquent de lui en expliquant que c'est un joueur de pipeau. Même Jacques Chirac est allé au Bundestag, c'est pas ma famille politique, mais Jacques Chirac, au début de la présidence française, pendant 6 mois, la France a eu la présidence, et Chirac dit oui, Joschka Fischer a raison, et dès l'année prochaine, avec quelques pays, nous pourrions faire cette union politique. Et Moscovici dit que Chirac parle à titre personnel et qu'il n'engage pas la France. C'est juste le président de la République qui parle devant le Bundestag. Donc hélas, au sein du PS, une fois je me suis frité avec Védrine devant 400 personnes, mais Hubert Védrine a dit quand même, Pierre a raison, on n'a jamais tranché, c'était affligeant. On était à La Rochelle devant 400 ou 500 militants du PS, et à la fin du débat, Hubert Védrine dit, Pierre a raison, on n'a jamais tranché cette question, ni à Solferino, le siège du PS, ni à Matignon. Est-ce que oui ou non, on veut une Europe plus démocratique? Voilà. Donc, et là, je pense qu'on va finir par en crever si on n'est pas capable d'avoir une Europe plus efficace, plus rapide. Les Américains, l'inflation, c'est chez nous qu'elle est la plus importante, mais les Américains ont mis 360 milliards pour leur réponse à l'inflation. Et nous, on est incapable de répondre.
et j'ai montré comment la France bloque en particulier. Donc oui, désolé, je suis trop long, je travaille un peu trop depuis la rentrée. J'ai pris 4 semaines de vacances, c'était génial, mais depuis c'est de la folie. Donc désolé. Et quand je suis fatigué, je suis beaucoup trop bavard. Mais donc vous avez tout à fait raison, il faut une Europe plus démocratique. Et comme c'est la France qui a tout bloqué depuis 30 ans, c'est à nous les Français de dire Entschuldigung, pardon, on a déconné, mais maintenant on est d'accord pour une Europe parlementaire. Et du coup, l'élargissement peut se faire sans problème, beaucoup moins grave. Ceux qui avaient peur que la Turquie nous envahisse, voilà. On peut accueillir 1 ou 2 pays de plus ou 3 pays de plus. Et si on accueille tel ou tel pays, il y aura des hommes et des femmes qui viendront, des députés de droite, de gauche, des non-inscrits, et il n'y a aucun problème. Par contre, si on accueille encore d'autres pays avec le système à l'unanimité, là, c'est à se tirer une balle. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. On va prendre une deuxième question. Moi, ma question, elle porte sur le militantisme et l'engagement. Donc, vous avez fait une grève de la faim, et pour faire un lien avec l'actualité, actuellement, il y a Thomas Braille, que vous connaissez peut-être, qui fait une grève de la faim. Il campe devant donc, le ministère de la Transition écologique pour contester le projet de l'autoroute A69. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire en fait, à l'échelle individuelle? Et si vous avez eu besoin de faire une grève de la faim alors que vous êtes eurodéputé, est-ce qu'on peut avoir l'espoir de faire quelque chose en tant que citoyen? Oui, on peut avoir l'espoir de faire bouger. J'irai voir Thomas demain. Je lui ai dit que j'irai lui faire une petite visite et une petite vidéo. Il m'a demandé une petite vidéo. J'ai dit écoute, je viens à Paris, donc je viendrai te rendre une visite devant le ministère. C'est quand même affligeant qu'on ait besoin de faire une grève de la faim pour, en plus, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des recours devant la justice et qu'on devrait au moins attendre que les recours devant la justice soient finis avant de lancer les travaux et qu'il y a en plus, ils ont travaillé. Je vous invite à aller voir. Ils ont travaillé sur des alternatives pour faciliter les transports sans cette autoroute. C'est pas du tout un truc de gauchiste qui, dans le simpliste, avec des discours simplistes. Il y a vraiment une alternative. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à titre perso? On peut déjà changer nos comportements. Moi, je ne prends plus jamais l'avion dans ma vie personnelle. Quand je vais en Afrique pour le boulot, je prends l'avion. Mais sinon, on peut passer des très bonnes vacances sans jamais prendre l'avion. Et donc, on peut manger moins de viande. Même un bon Béarnais comme moi arrive à ne pas manger de la viande tous les jours. Et je suis quand même bien nourri. Donc, on peut changer nos comportements perso. On peut militer avec d'autres. Encore une fois, la loi de Robien, que si j'ai lancé le débat sur la semaine de 4 jours, on était juste 2 dans l'association. On n'a jamais réussi à être 3 en même temps dans la même salle. Et quand même, en parlant plus lentement, mais avec notre pouvoir de conviction, on est allé voir Gilles de Robien, qui était totalement hostile à la réduction des temps de travail. Et en lui parlant, tranquillou, avec quelques graphiques, au bout de 3e rendez-vous, on a réussi à le faire changer d'avis. On a réussi à ce qu'il se mette en mouvement pour faire un tour de France. On a réussi à convaincre d'autres. Je vous ai fait la version courte, mais le 13 juillet 1995, Jacques Chirac était juste le nouveau président de la République qui venait d'être élu. Et il va chez Brioche Pasquier, vous connaissez peut-être les petites brioches, et c'est une des 3 entreprises qui était passée à 4 jours. Voilà, donc, et tout ça, c'est des patrons de droite. Pasquier, c'était un mec de droite. Le patron de Fleury-Michon, il était avec Philippe de Villiers au Conseil général, donc c'était la droite vendéenne, mais une droite humaniste qui accepte le dialogue. Donc chacun de vous, si vous êtes ici, c'est que vous êtes sans doute une tête bien faite, vous êtes capable de bosser. Non, mais je dis ça, ça nous donne une responsabilité supplémentaire. Honnêtement, si on a fait des grandes écoles, ça veut dire que par nos parents, par l'éducation qu'on a reçue, on a une tête qui marche bien. Si vous êtes ici, en plus, c'est que vous êtes convaincu de l'urgence climatique. Donc on est nul si on n'est pas capable de s'organiser pour gagner la bataille. Voilà, c'est tout. Les grands groupes, chez Total, chez Elf, ils sont organisés. Ils ont des boussoles, ils sont très bien organisés. Donc nous, est-ce qu'on est capable de s'organiser? Donc on peut faire des choses au niveau local, on peut faire des choses sur ce campus. On m'a dit tout à l'heure il y a plein de choses sur le campus. Moi, j'avais créé le club apiculture quand j'étais à l'agro. Vous pouvez faire. Non, mais on peut faire des choses au niveau local et ça a du sens et ça permet. On peut aussi faire la fête, ne pas avoir que l'action politique parce qu'il y a de quoi se désespérer. Mais sinon, il faut qu'on se donne les moyens d'avoir des batailles, des victoires d'étape. Et dans 4 ans, je répète, c'est peut-être pas le sujet de ce soir, mais de se donner les moyens de gagner une bataille fondamentale dans 4 ans. D'accord, merci. On va prendre une dernière question. Oui. Merci Pierre pour ta venue ce soir. On a beaucoup parlé de changements politiques à prendre, une question sur le militantisme. Pour les personnes qui se voient dans le privé, qu'on est quand même HEC, quelles seraient tes recommandations? Comment quand même changer les choses? Est-ce que c'est en allant dans des grosses boîtes et le changement depuis l'intérieur, ou quel est ton avis là-dessus?
On peut aider au changement un peu partout. Moi, j'ai fait 11 ans chez Accenture. Hein. Je pensais qu'ils me foutraient dehors au bout de quelques semaines. Quand j'y suis rentré, c'était pour assurer mes parents, pour rentrer dans une grande boîte. Ça faisait sérieux et je ne pensais pas qu'ils me garderaient aussi longtemps. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai eu la chance d'avoir un patron qui crée l'unité de conduite du changement quand je suis arrivé chez Accenture. Et c'était juste passionnant. Et donc... au bout d'un moment, j'étais un des directeurs de l'unité à Paris. Ils m'ont dit, tu as tout ce qu'il faut pour devenir un des patrons au niveau du cabinet mondial, mais tu dois t'engager par écrit à ne plus parler de la semaine de 4 jours. Ils ont été assez cool. Ils m'ont laissé le choix. Ils me disent, écoute, tu as tout ce qu'il faut pour être un des patrons au niveau du board, mais tu dois t'engager à ne plus jamais parler des questions sociales. Et j'ai réfléchi. Le but de ma vie n'était pas d'être millionnaire, donc j'ai dit que je ne pouvais pas. Donc j'étais foutu dehors, mais on est restés bons copains. Mais je ne regrette pas du tout ces années où c'était super intéressant. Le métier de consultant, et il y a du pipeau, il y a parfois, mais ça peut être aussi quand même très intéressant. Il y a des fois, on débloque des situations. Le fait d'avoir un regard extérieur, ça peut être tout à fait utile, et puis c'est formateur pour nous. Et tu peux être en même temps dans une entreprise privée et quand même avoir du temps le soir, le week-end, surtout si on tient la semaine de 4 jours. Donc, un de nos objectifs, concrètement, c'est d'obtenir une nouvelle loi d'Eurobien. Je n'ai pas été très clair, mais je ne crois pas qu'il faille baisser la durée légale à 32 heures. Ce serait un énorme bazar. Mais par contre, je répète juste, à 28 ans, comme un jeune inconnu, j'ai réussi à lancer le débat sur les 4 jours et avoir une loi qui donnait une exonération aux entreprises pour qu'elles passent à 4 jours sans baisser les salaires et sans s'abîmer. Mon objectif dans les mois qui viennent, aussi bien avec le Centre des jeunes dirigeants, 6 000 chefs d'entreprise, qu'avec la CFDT et avec d'autres personnes, c'est de relancer, de foutre une pression en disant Alain Juppé avait accepté cette loi, donc est-ce que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne l'acceptent? Donc vous pouvez nous aider, soyons concrets, hein. Vous pouvez aussi nous aider. Là, on va mettre la pression. On a besoin de gens comme vous pour aller voir des députés pour la taxe sur les transactions financières. Est-ce qu'on fout la pression et que les députés demandent à Bruno Le Maire? On a réussi à ce que pas mal de députés, y compris de Renaissance, de la majorité, disent à Bruno Le Maire, on ne comprend pas pourquoi tu bloques au niveau européen. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont envie de s'engager, ce n'est pas très compliqué de se former. Vous n'êtes pas très loin de Paris en RER. Vous pouvez aller à l'Assemblée, nous aider. Non, mais il y en a qui sourient, je suis très sérieux. Vous pouvez mettre votre plus beau costume ou votre plus belle robe et aller voir des députés pour les convaincre soit sur la taxe sur les transactions financières, soit d'avoir une nouvelle loi d'Eurobien. Je vous dis, dans 2 semaines, je suis à la tribune chez François Bayrou et je vais d'abord partir sur l'urgence climatique, mais je vais leur dire que c'est bien aussi si le MoDem nous aide pour expérimenter les 4 jours. Donc ça, vous pouvez nous aider. Et puis je te dis, même si tu travailles dans le privé, tu peux transformer une entreprise. Il y a plein d'entreprises qui sont en train de se transformer de l'intérieur. Total est la caricature parce que le patron est je ne vais pas dire dictateur parce qu'on est filmé, mais il règne par la peur. Patrick Pouyanné fait peur à pas mal de gens. Il y a plein de salariés de chez Total qui voudraient que Total se transforme beaucoup plus vite. Parce que Total a changé de nom pour s'appeler Total Énergie. Ils mettent 100% de leur communication sur les énergies renouvelables, mais l'énergie renouvelable, c'est moins de 1% de leur production. Et il y a plein de salariés en interne qui poussent. Donc, chez Total, la pression des salariés, pour le moment, ne suffit pas. Mais il y a d'autres entreprises qui se transforment plus vite sur la question du climat, sur la question sociale, parce que les salariés poussent en interne. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Vous voulez dire un dernier mot, peut-être sur les livres que vous avez appris? Oui, donc je le redis plus lentement. Il y a des livres, quelques livres gratos que vous pouvez prendre, et puis un petit flyer, comme on dit, vous scannez le truc, et en 2 minutes, vous mettez votre nom, votre prénom, votre mail, votre téléphone, et on vous relancera parce qu'on veut s'organiser, on veut gagner la bataille. Je l'ai dit 3 fois, mais c'est pour de vrai. Merci. Merci beaucoup. Merci.